Ok, bienvenue. Là, on va essayer de résoudre la question. Est-ce que les Égyptiens pensaient que la Terre était plate ou pensaient-ils que la Terre était un globe? C'est à ça que va servir cette émission. Les nouvelles de la Terre plate, le Breaking News. Les Égyptiens croyaient que la Terre était plate et ronde comme une crêpe et que le Nil coulait à travers le centre. Voilà, ça c'est ce qu'on apprend quand on est dans la Terre plate. On a cette représentation qui nous est arrivée, où il y a le dôme céleste, il y a ici, cette représentation c'est le dôme céleste, cette personne en bas c'est la Terre, c'est plat, ça tient, c'est tenu par des piliers. Voilà ce qu'on peut avoir comme information qui nous est venue directement des hiéroglyphes. Ça, c'est ce que je pensais. Ensuite, on peut voir le film de Femi Krasniqi qui nous apporte une nouvelle vision moderne de la construction des pyramides. Donc je vous renvoie sur ce documentaire pour voir sa solution. Et ici, dans le film, voilà ce qu'on apprend. En moins 2590 avant Jésus-Christ, Eda, un scientifique de la cour, en saluant ses compagnons qui partaient en direction du Liban pour chercher du bois de chêne, remarque que les bateaux disparaissent après quelques minutes en plongeant. Pourtant, la distance n'est pas grande. L'œil humain regarde beaucoup plus loin. Il réalise l'extraordinaire. La Terre est ronde. Voilà, donc l'expérience qu'ils ont fait, c'est selon eux, ils ont vu les bateaux disparaître à une distance de 5 km, alors qu'on va quand même voir peut-être d'un peu plus loin avec l'œil, ça s'est prouvé. Donc ils ont déduit que le bateau disparaissait derrière la courbure terrestre. Aujourd'hui, on sait avec des tests du P1000 de Nikon, il y a beaucoup de vidéos aussi, quand on nous rapproche la vision, on revoit le bateau qui était disparu de notre vision, c'est notre œil qui a une perception trop faible, c'est pour ça qu'il disparaît. Donc cet argument ici, avec un P1000 de Nikon, on va pouvoir facilement la détourner. Donc on va aller un peu dans la lecture pour savoir ce qui se passait en Égypte. Ici j'ai un livre de la Sony Astrophysics Data System, l'astronomie de l'Égypte antique. Donc c'est du lecture mainstream avec des informations très importantes sur ce que nous dit le mainstream concernant les pensées des Égyptiens sur la forme de la Terre. L'étude scientifique des astres paraît avoir pris naissance en premier lieu dans la vallée du Nil. Platon, qui s'était rendu en Égypte afin d'y trouver les prêtres d'Héliopolis, séjour par excellence des astronomes et des philosophes du pays, rapporte que la grande transparence de l'air avait permis aux Égyptiens d'étudier le ciel pendant une myriade d'années. En effet, 3400 ans avant Jésus-Christ. Il y a une note sur cette période de 3400 ans. Cette date de 3400 ans avant notre ère nous paraît la meilleure pour l'époque de la construction des 3 principales pyramides, car elle seule présente l'avantage de concilier l'inclinaison de leur couloir descendant sur la culmination inférieure au méridien de l'étoile Alpha du Dragon, la polaire de l'époque, avec une des dates que les prêtres égyptiens avaient données à Diodore de Sicile. Donc là, la polaire aurait changé. C'était avant Alpha du Dragon, selon ce qui nous est donné là.
On voit qu'il y a des pyramides dans l'eau au Japon, avec une datation qui peut être prouvée, puisque la pierre qui séjourne dans l'eau, on peut définir la durée depuis laquelle elle séjourne dans l'eau. Alors on a déjà pu calculer que des pyramides au Japon avaient plus de 10 000 ans. Sur l'image, on représente, c'est une image de nuit, on voit les pyramides, donc on voit rien, c'est leur ombre. Ils nous ont mis en surimpression les deux étoiles qui sont importantes dans ces constructions, les pyramides de Khéops de Khéphren et de Onsen, la fille de Khéops, vues vers le couchant avec le croissant de la lune, Orion et Sirius, la plus brillante étoile du ciel dont le lever héliaque a servi aux prêtres égyptiens à la détermination de la longueur de l'année. Sirius, Orion, le croissant lunaire et les trois pyramides. Du haut de leur plateau rocheux des plaines fertiles de la Basse-Égypte et leur position sur le 30e parallèle de latitude ainsi que leur orientation extrêmement précise sur les points cardinaux signalés déjà par le français de Chazelles au XVIIe siècle établissent de toute évidence l'aboutissement d'une très longue civilisation antérieure de plusieurs millénaires et qui se perd dans la nuit des temps. Les proportions si étonnantes de la pyramide de Khéops et sa position relativement à celle de Mykérinos démontrent par ailleurs que les Égyptiens, inventeurs de la géométrie à 3 dimensions, connaissaient déjà à cette époque si reculée d'une manière très satisfaisante le rapport de la circonférence au diamètre du cercle et qu'ils avaient encore trouvé le théorème du carré de l'hypoténuse par des triangles rectangles de côtés 3, 4 et 5 unités, sans s'élever toutefois sur ce point à la belle généralisation de Pythagore relative à tout triangle rectangle. Lors de son voyage dans la vallée du Nil en 1929, Madame J.C. Flammarion a eu intuitivement l'impression que les Nubiens qui habitent l'ancienne Éthiopie, où le ciel est d'une limpidité exceptionnelle, étaient les descendants des plus anciens astronomes. Or, Lucien dit précisément que l'astronomie scientifique est née en Éthiopie et que c'étaient les habitants de ce pays qui avaient initié les Égyptiens en matière de sciences. Donc là, on a les références d'où ça s'est sorti. Donc les informations qu'on a les plus anciennes, c'est que ce serait le ciel pur d'Éthiopie qui a permis une meilleure observation des astres, et ce savoir aurait été transmis aux Égyptiens. Dans le bassin du Nil, comme dans ceux du Tigre et de l'Euphrate, l'astronomie était cultivée surtout par les prêtres. Mais cette science sacerdotale ne nous est connue que par l'étude des grands monuments architecturaux du pays et par les précieux écrits des philosophes grecs dont plusieurs étaient allés s'instruire en Égypte. Donc on n'a pas d'écrit sur le savoir astronomique des prêtres. Selon eux, ce savoir a été caché dans les monuments architecturaux du pays. Voilà, c'est dans ces monuments que les prêtres auraient mis leurs secrets. Mais cette science sacerdotale, je vous ai que l'étude dont plusieurs étaient ça. On a tort de confondre ces sciences supérieures, peu connues des prêtres, avec les basses croyances superstitieuses
et enfantine du peuple que nous connaissons par les textes égyptiens qui nous sont parvenus jusqu'à ce jour. Alors par contre, il y a des textes qui nous sont parvenus, et ces textes, ce sont donc ce que croyaient les Égyptiens. Là, on a des textes, l'autre, on n'a pas de texte, l'autre, on a des déductions dans des constructions qui apporteraient des réponses à ce que les prêtres pensaient. Donc, on va voir ce que pensaient les prêtres. Les prêtres astronomes de l'Égypte. Hérodote, Strabon, Hélion, Porphyre, Jamblique et Proclus Diadochus nous ont transmis des détails très curieux sur le caractère, les habitudes, la vie ascétique et les connaissances scientifiques des prêtres égyptiens. Ces documents que nous avons pu chercher à la Bibliothèque nationale de Paris, traduire en français et publier avec bien d'autres dans un récent ouvrage, présentent de l'intérêt comme concernant en somme les premiers en date des véritables astronomes. Alors que dans les autres pays de l'Antiquité, les prêtres portaient leurs cheveux, en Égypte, ils les rasaient. Puis ils se lavaient le corps tout entier dans de l'eau froide 2 fois par jour et autant de fois toutes les nuits. Et comme ils recherchaient l'eau la plus pure dans leur ablution, ils n'utilisaient que celle où ils avaient vu boire préalablement les ibis, qui ressemblent à Iblis, oiseau pour eux sacré et emblème du dieu pour eux Thoth, l'inventeur des lettres et des sciences, l'astronomie comprise. Ils portaient une robe de lin et des souliers de papyrus, donc on voit, ils se lavaient, ils étaient, semble-t-il, ils prenaient soin d'eux, ils avaient de l'ingéniosité pour s'habiller avec ce qu'ils trouvaient, ils étaient gracieux, c'est ce qu'on a de ces Égyptiens. On leur donnait à manger des viandes soi-disant sacrées cuites, du bœuf et de l'oie, mais ni poisson ni fèves. Et ils évitaient en général l'huile et le vin, estimant que ce dernier est nuisible aux nerfs, qu'il monte à la tête et qu'il constitue ainsi un obstacle à la découverte des phénomènes de la nature. Pas d'alcool. Ils s'intitulaient astronomes et philosophes, étaient graves, quoique simples dans leur manière, et marchaient avec décence, le regard toujours calme et les mains dans leurs vêtements. Ils ne riaient que très rarement, n'allaient jamais au-delà du sourire. Ok. Puis, ils habitaient de grandes maisons et ne fréquentaient aucune personne étrangère à la religion, pas même leurs parents les plus proches. Pendant toute leur vie, ils s'adonnaient à l'étude des choses divines, n'interrompaient jamais leurs recherches arithmétiques et géométriques, travaillant toujours les questions scientifiques et découvrant les vérités nouvelles. Leur registre astronomique s'étendait sur un grand nombre de siècles. Enfin, mystiques et peu communicatifs, ils avaient un enseignement allégorique composé d'énigmes et de théorèmes, et ce n'était qu'à force de prières et de services rendus que Platon et Eudoxe étaient arrivés à leur arracher quelques théorèmes alors qu'ils leur en cachaient la plupart. Donc les Égyptiens cachaient tout aux autres. Ils étaient reclus sur eux. Voilà. Ce sont ces prêtres qui ont contribué à former des hommes comme Thalès et Pythagore, Démocrite et Platon, qui ont su diriger les couloirs d'entrée des grandes pyramides vers le passage inférieur de l'étoile polaire de ce temps-là. Donc ce temps-là, c'était pas la même étoile polaire que maintenant. Qui ont orienté la pyramide de Khéops avec une précision de 3 pouces, limite habituelle du pouvoir séparateur de l'œil, en lui donnant des angles droits merveilleusement exacts à 12 pouces près en moyenne, et qui ont su exécuter à l'œil nu des observations rivalisant avec les plus précises de tous les temps. Alors là, on est arrivé dans les mesures de la pyramide. Elle est constituée par des mesures qu'on dira sacrées à une certaine façon de définir le sacré. Ce sont donc le nombre d'or, c'est
toutes ces calculs qui permettent d'avoir l'harmonie. Donc on peut constater que ce nombre d'or est la suite de Fibonacci. Elle est toujours constituée lorsqu'on regarde la nature, par exemple, on regarde le corps humain, on voit que le nombre d'or est contenu dans tous, donc il y a des proportions avec ce nombre d'or, et si on construit une pyramide avec cette façon, cette mathématique sacrée, évidemment on aura des proportions avec la taille de la Terre qui, nous ne sommes pas du tout contre, contient des proportions du nombre d'or, puisque tout en contient. En tout cas dans ce qu'il y a dans la nature et dans les belles constructions, puisque les architectes utilisent ces nombres d'or évidemment pour faire de jolies structures. Donc les Égyptiens utilisaient comme instrument astronomique, c'est ce qu'on apprend ici, autant que nous sachions, les principaux instruments des Égyptiens étaient le niveau à eau, le fil à plomb. Ça c'est le fil à plomb. Ça c'est le niveau à eau, le gnomon, c'est ça, le cadran solaire plat et hémisphérique, concave, donc ça ressemblera à ce qu'on a vu, le gnomon. Le cercle très finement gradué, le viseur, l'appareil méridien et azimutal qui permettra donc de calculer la position des étoiles. Les armies probablement, le globe céleste et la clepsydre. Leur unité de mesure de longueur était la coudée pyramidale longue de 0,5235 et divisée selon toute vraisemblance en 1000 parties égales. On peut aussi retrouver le mètre dans ces constructions. Calendrier. À l'origine, leur année était d'un mois lunaire seulement. Plus tard, elle contenait 4 de ces mois. De Lalande remarque avec raison que l'on n'avait pas au début d'autres mesures du temps. L'année solaire était trop longue pour être reconnue aussi facilement. Quelque temps après, les Égyptiens adoptèrent le mouvement du soleil dans leur calendrier, obtenant une première approximation de 360 jours pour l'année, puis une de 365 jours, et enfin une de 365 jours un quart que Socygène recommanda à Jules César. On a une note sur cette année de 365 jours était aussi celle des Babyloniens à l'époque de Sémiramis, celle de Thalès, de Millet, des Mexicains et des Chiliens. La science du nouveau continent s'était inspirée de celle de l'ancien à une époque déjà lointaine. Non, on avait tous le même nombre de jours. On sait que l'année égyptienne commençait vers le solstice d'été au lever héliaque de Sirius, la plus brillante étoile du soleil, du ciel, emblème de l'âme de la déesse Isis. C'est ce que je lis. Cet astre était connu en Égypte sous le nom de Sotis, dérivé du verbe soti, qui signifie porter dans son sein en grec. Là, j'arrive pas à lire un mot qui, par une curieuse altération, a fait appeler Sirius Coef, chien, en pays hellénique. La cuisse à tête de bœuf avec 7 étoiles, constellation égyptienne de la Grande Ourse. Elle est suivie de l'hippopotame femelle, qui correspond en partie au dragon des Grecs.
cette étoile. La cuisse à tête de bœuf. Ah, c'est ça. L'hippopotame femelle. Encore dans notre sujet, la sphéricité, la platitude de la Terre. Ça mesure l'Atlantide. Voilà ce qu'on nous apprend dans l'astronomie de l'Égypte antique, de la NASA Astrophysics Data System. Donc les prêtres égyptiens ont dû découvrir la forme globulaire de notre planète. C'est pas sûr. Donc, les prêtres égyptiens ont dû peut-être découvrir. Pourquoi on pense ça? Avant Thalès, les Grecs croyaient en effet que la Terre était plate et entourée du fleuve Océan au courant rapide, une notion populaire qui avait germé dans la vallée du Nil. Donc les Grecs pensaient que la Terre était plate par une idée qui avait germé dans la vallée du Nil. Mais Thalès n'a parlé de la sphéricité de notre globe qu'après son retour d'Égypte. Donc il y a tous les courants populaires qui disaient que c'était plat en Égypte, mais Thalès aurait commencé à parler du globe après une influence qu'il aurait eue en Égypte, où il avait fréquenté les prêtres du pays. Donc lui, il aurait directement été où les gens étaient les plus intelligents, où il y avait les secrets cachés, et il serait revenu avec le globe, les idées du globe, donc, par les superbes prêtres égyptiens. Continuons sur ce sujet de la globicité. De plus, Diogène de Laërtée rapporte qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, les Égyptiens conservaient les observations de 832 éclipses de lune, un phénomène qu'ils attribuaient au passage de notre satellite dans l'ombre de la Terre. Il y a une note 1. Diogène de Laërtée, Vie des philosophes, introduction, c'est où on retrouve donc cette information. Ça serait qu'ils auraient découvert que, selon eux, l'ombre de la Terre faisait les éclipses. Or, sachant naturellement que l'ombre d'un corps reproduit la forme de ce corps, donc, et alors là, ils auraient déduit que l'ombre de la Terre sur la Lune était toujours délimitée par un arc de cercle. Ils ont dû, encore une fois, en déduire que la Terre elle-même était sphérique et isolée dans l'espace, puisque cette ombre, ils étaient sûrs que c'était l'ombre, elle était en cercle, en arc de cercle, donc l'objet qui venait obstruer le Soleil était obligatoirement une boule, puisque c'est formé un arc de cercle. Et isolée dans l'espace, donc ils auraient dû conclure qu'elle était aussi isolée dans l'espace. Là, on n'a encore pas d'indication pourquoi ils pensent ça, mais on rajoute maintenant, bon, maintenant avec toutes les preuves qu'on a, c'est sûr qu'ils pensaient, les gens intelligents d'Égypte, donc les prêtres, ils pensaient qu'elle était sphérique. Maintenant, on a donné assez de déductions, ils n'étaient pas fous, voilà, et donc maintenant on rajoute isolée dans l'espace. Bon. Archétatus nous apprend que les Égyptiens ont les premiers mesuré la Terre. Et maintenant même ils savent la mesure de la Terre. Donc là on a vu que cette mesure de la Terre, elle serait cachée dans les monuments. Et Jomard a signalé que le périmètre de la base de la pyramide de Khéops faisait une demi-minute du degré propre à l'Égypte. Nous ne trouvons ici qu'une différence de 2 mètres sur 924. Si on n'a pas là affaire à une curieuse coïncidence, alors les Égyptiens auraient mesuré la Terre avec beaucoup de succès.
Donc c'est parce que l'explication, c'est toujours que ces constructions, elles sont dues à des proportions sacrées, ces proportions de pi, ces proportions du nombre d'or, et que si on pourra retrouver avec ces constructions aux jolies proportions des autres corps plus grands, naturels, aux jolies proportions aussi. Le mythe attrayant de l'Atlantide qu'au dire de Platon, les prêtres de l'Égypte avaient raconté aux législateurs athéniens selon est étrange à cause de la coïncidence toute fortuite celle-là avec l'existence passée du grand continent atlantique qui se développait à l'ouest des îles britanniques pendant l'ère primaire de la géologie. Donc certainement, il y a une partie des terres qui ont été englouties. Tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça. Les constellations égyptiennes, elles n'étaient pas les mêmes que celles de la sphère grecque. Donc ça, on ne parle plus maintenant de la sphéricité de la Terre, dont on a vu qu'elle n'était due qu'à des déductions, des mystifications dans la tête de ceux qui étaient en train de découvrir des textes égyptiens. Maintenant, on a affaire à la sphéricité donc, de l'ensemble. Le grand planisphère circulaire découvert en 1798 par le général d'essai à Deira et qui se trouve actuellement au musée du Louvre ne fournit l'identité que pour les constellations zodiacales, puis pour l'hydre, le corbeau, le centaure homme à tête de bœuf, le géant d'Orient et l'étoile de la chèvre. À part la concordance, les deux sphères sur les astérismes zodiacaux, l'identité des autres constellations dont il vient d'être question a été trouvée par les savants français Champollion de Paravet et G.B. Biot. Donc il y aurait eu dans l'astrologie des Égyptiens des manquements que les Français sont venus remplir. Canobus était le nom d'un pilote égyptien et l'on l'a donné à la deuxième plus brillante étoile du ciel, la plus belle de la constellation australe du navire. Donc eux, ils ont donné, les Français, le nom d'une étoile la plus brillante du ciel de la constellation australe du navire à Canobus, qui était un pilote égyptien. Ils l'ont donné, voilà. Ils ont réussi à rompre, à boucher des lacunes dans les connaissances égyptiennes et ils leur auront rendu hommage en lui donnant le nom d'une étoile. C'est quand même bizarre. Les prêtres considéraient les étoiles ignées. Igné, c'est-à-dire qui est de feu, produit de l'action du feu. Donc les étoiles de feu, les étoiles, elles étaient ignées, c'est ce que pensaient les prêtres, et comme ils voyaient un soleil dans Sirius, ils devaient étendre cette idée judicieuse à toutes les autres étoiles. Donc comme ils pensaient que le soleil qui allumait était de feu, toutes les étoiles devaient être pareilles. C'est comme ça qu'ils en sont arrivés à la conclusion. Toujours dans l'astronomie de l'Égypte antique, on passe au soleil, lune, planète et comète. Ils ont mesuré le diamètre du soleil approximativement en marquant le temps que son disque mettait à se lever, obtenant ainsi la valeur de 29 pouces, un procédé qui parque
critiqué à cause de la marche apparente oblique de l'astre. Donc comme l'astre n'est pas de haut en bas directement, mais d'une manière un peu oblique, leur calcul aurait été biaisé. Puis ils ont reconnu la sphéricité du Soleil et de la Lune, on ne sait pas comment, et ils ont dû certainement, peut-être encore selon eux, découvrir les taches de l'astre du jour à travers les brumes du levant ou du couchant, mais sans en parler aux Grecs. Découvrir les taches de l'astre du jour, donc c'est donc pour les éclipses solaires. Ces taches, c'est l'ombre de la Terre, puisque cette ombre est en arc de cercle. L'ombre est obligatoirement sphérique. Donc ce grand secret-là n'aurait pas été transmis aux Grecs. Sur la représentation de la figure 152, on voit la tête d'Isis avec des cornes encadrant la Lune. On ne peut toujours pas dire c'est globulaire. Il faut leur attribuer la découverte de l'irradiation, puisqu'ils dessinaient le croissant lunaire plus grand que la lumière cendrée qu'il embrasse. Donc il y aurait une lumière cendrée de la Lune qui est plus petite que le croissant lunaire. Donc cette lumière qui surpasse de grandeur proviendrait d'une irradiation. Donc ils auraient inventé l'irradiation. Et pour eux, toujours les Égyptiens, je lis, la Lune serait 72 fois plus petite que la Terre. Cette information, elle provient de Plutarque, de la face de la Lune. Au lieu de 49, ce qui est une estimation intéressante. Toujours ces estimations, là, on va pouvoir retrouver des correspondances avec les nombres d'or. Les éclipses solaires étaient bien expliquées au bord du Nil par l'interposition de la Lune, les lunaires, ainsi que nous l'avons vu par l'interposition de la Terre. Ça, c'est vraiment ce qu'ils pensaient à cette époque-là, selon eux. Mais dans le Nil, ils pensaient que la Terre était plate. Donc il y a quand même quelque chose là. Donc on voit, donc on parle que c'est grâce aux éclipses solaires qu'on a su que la Terre était ronde et que ça s'était expliqué au bord du Nil. Mais on a vu juste plus tôt qu'au bord dans la région du Nil, on pensait que la Terre était plate. Donc voilà, c'est bizarre. Les prêtres savaient prédire les éclipses de lune et réussissaient parfois à annoncer d'avance celle du soleil. Un problème très difficile à résoudre pour une localité déterminée en ces temps lointains. C'est ainsi que Thalès, instruit par eux, a pu prédire l'éclipse solaire de 610 avant notre ère qui mit fin à la guerre entre les Médès et les Lydiens. Donc là, ça parle de prédire les éclipses solaires. On sait que les Mayas avaient fait un ensemble de référencements sur d'assez longues périodes et on voyait que ces éclipses lunaires pouvaient réapparaître, pouvaient être prédits puisque les intervalles étaient définissables. On pouvait définir les intervalles d'une telle ou telle éclipse. Donc en connaissant ces intervalles, en observant une éclipse à tel endroit, on va pouvoir faire des déductions. Donc il faudrait passer plus de temps sur ce sujet, mais c'est ainsi que les étoiles pouvaient être prédites déjà bien avant chez les Mayas. De bonne heure, je continue la lecture, ils découvrirent l'identité comme étoile du matin et du soir de Vénus et de Mercure. Donc rien de spécial à connaître ces deux planètes. Les qualificatifs grecs de scintillant pour Mercure, de phosphore pour Vénus, d'igné pour Mars, de brillant pour Jupiter et d'apparent pour Saturne sont d'origine égyptienne. Donc d'où sort la dénomination. Okay. Les premiers, les Égyptiens, appelèrent les comètes les astres chevelus, sans y reconnaître des exhalaisons de notre atmosphère.
Donc on essaye de nous montrer que les prêtres étaient vraiment dans le juste, et on essaie de nous montrer aussi qu'ils pensaient que la Terre était un globe, mais que c'était un secret qu'ils cachaient. Tâtonnement relatif au système héliocentrique. Le système héliocentrique, au centre il y a le Soleil, et les autres planètes tournent autour du Soleil. Donc c'est ce qu'on nous enseigne à notre époque. Les témoignages historiques s'accordent pour ne pas leur attribuer la véritable système du monde, sauf pour Mercure et Vénus, ceux qui fournissaient alors un système géocentrique partiel de Tycho Brahe. Donc ça ne serait pas les Égyptiens qui ont inventé le système héliocentrique qu'on connaissait à notre jour. Donc ils n'ont pas eu quand même des connaissances aussi approfondies. C'est ce qu'on nous apprend dans cette lecture-là. Il y a eu des limites quand même, à leur civilisation qui est venue après. Le monde mainstream de maintenant a tout découvert grâce à son ingéniosité du matérialisme. Est-ce qu'on peut en déduire encore? Je continue la lecture de l'auteur Antoniadi E.M. Je dois cependant attirer l'attention sur ce passage énigmatique de Diogène de Laërtée. On ne pouvait connaître aucune doctrine de Pythagore jusqu'à Philolaüs. Seul celui-ci écrivit les 3 livres célèbres que Platon fit acheter pour 100 mines. Donc, il y aurait eu un plagiat de Platon qui a acheté pour pas grand-chose des 3 livres de la doctrine de Pythagore jusqu'à Philolaüs, et il aurait tout copié. Or, le système du monde de Philolaüs, ainsi que cela a été soupçonné par Kepler, Newton et Laplace, est un système héliocentrique déguisé, car il fallait éviter les persécutions, et j'ai pu démontrer que le feu médian autour duquel Philolaüs faisait tourner la Terre et les astres errants était le Soleil. Donc il dit j'ai réussi grâce à mon ingéniosité, l'auteur il dit ça, à déduire que ce grand Philolaüs qui a été le maître caché que Platon a plagié, donc c'est dans ce livre source qu'on va pouvoir avoir les meilleures informations. Il faisait tourner les astres, c'était le soleil, parce que ce feu avait une force créatrice et vivifiante, et parce qu'il chauffait la terre. Donc il a déduit que c'était le soleil par cet moyen-là, et que cet autre écrivain scientifique Philolaüs, lui, pour contrer les persécutions, il faisait passer ce soleil pour un feu. Encore les persécutions, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait, on avait envie d'annoncer que la Terre est un globe, mais on ne pouvait pas. C'est qu'ils font toujours passer ce globe comme une libération de la science. La gêne de Laërtée se rapportait entre autres à ce système. Il serait possible que les prêtres égyptiens, tournant et retournant sans cesse les phénomènes célestes pendant des milliers d'années, eussent découvert et expliqué à Pythagore et à lui seul le système héliocentrique, et que ce dernier l'ait enseigné à son tour dans l'intimité de son école établie au Grand Grèce. Donc toujours des suppositions, parce qu'il a été apprendre des calculs en Égypte. Pythagore aurait eu accès à des grands secrets, ces grands secrets que même le peuple égyptien ne connaissait pas, mais les prêtres ont vu en Pythagore un tellement grand homme qu'ils ont expliqué l'inexplicable, qu'ils n'auraient pas, enfin ce qu'ils ne voudraient expliquer à personne d'autre. C'était un peuple qui était reclus sur lui-même, comme on l'a vu au début. C'est très civilisé, ce qu'on veut nous faire passer. Ils étaient bien habillés, ils se lavaient plus que les autres, alors que bon, et donc
ils ont découvert, ces prêtres, que la Terre était un globe, et c'est seulement à Pythagore qui l'ont enseigné. Toujours bizarre, cependant, le véritable système du monde avait été découvert en toute indépendance en Hellade pour la Terre au moins avant Pythagore. Suivant Théode de Smyrne, Anaximandre croyait que la Terre se meut autour du milieu de l'univers. Ce passage a une importance capitale car Anaximandre n'était pas allé en Égypte, donc il se trompait lui. Et son maître Thalès en avait rapporté l'idée de la Terre immobile au milieu du monde. Si on rapproche les plus belles inspirations des pythagoriciens de Platon et d'Archédème, d'Héraclide du Pont, d'Aristarque, de Théon de Smyrne et de l'empereur Julien, on trouve un système héliocentrique complet avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, chacune de ces planètes étant animée d'une rotation autour de son axe et de sa révolution autour du Soleil. Donc à ce moment-là, tout est comme on l'a actuellement à notre époque. Donc cette époque des plus belles inspirations où tout a réussi, le puzzle a pu trouver son bon arrangement, tout a été clair. L'astre du jour était reconnu déjà incomparablement plus grand que la Terre, le Soleil donc plus grand que la Terre. De plus, le génie de Plutarque étendra l'attraction de notre globe jusqu'à la Lune, qu'elle maintiendra dans son orbite, comment ils ont évolué, équilibrant ainsi la force centrifuge de ce philosophe reconnaîtra une action attractive exercée par tous ces mondes, y compris le Soleil sur tous ceux qui les entourent. Alors que de tout ce qui est dit là, il l'aura certainement annoncé. Personne ne peut certainement dire le contraire. Il y a des livres, mais ce n'est pas du tout avec la technologie actuelle ce qu'on peut constater. Toutes ces forces qui ont été inventées durant ces centaines d'années ne sont pas prouvées aujourd'hui, et même c'est l'inverse qui est prouvé. Donc elles ne sont pas, elles sont irrecevables à notre époque. L'univers sphérique. Les Égyptiens étaient d'accord sur la création de l'univers, qu'ils supposaient globulaire, une conception qui se rapproche de quelques théories modernes. Mais tandis qu'une de leurs écoles considérait le monde périssable, une autre admettait son éternité future, et une troisième pensait que renouvelant constamment, il restait toujours jeune. Naissance de l'induction, concept philosophique. Dans leurs études de la nature, les prêtres aiguisaient l'observation et introduisaient les premiers l'induction dans les recherches scientifiques, deux méthodes qu'Aristote utilisera constamment et développera grandement en y ajoutant le recours à l'expérience. C'est cette triple arme du chercheur scientifique que Bacon se fera sienne au XVIIe siècle en critiquant le stagirite, ainsi que cela a été expliqué par l'illustre traducteur et commentateur d'Aristote, Barthélemy Saint-Hilaire. Enfin, les méditations des prêtres égyptiens poursuivies pendant de longs siècles dans le calme reposant de leur sanctuaire les ont conduits à des conclusions remarquables sur l'auteur de la nature. Alors que le peuple restait plongé dans la superstition d'un polythéisme fétichiste puéril, les prêtres étaient parvenus à des vues infiniment plus élevées. Ainsi, Plutarque, ce puissant esprit encyclopédique de l'Antiquité, dont les écrits, après avoir formé tant de grands hommes des temps modernes, encore les temps modernes, c'est vraiment dans ce livre la révélation de tout, ont encore adouci les derniers jours de Napoléon à Sainte-Hélène. Plutarque, dis-je, nous a appris que le temple d'Isis à Saïs portait cette admirable inscription « Je suis tout ce qui fut et sera ». Et aucun mortel n'a encore soulevé mon voile. Les énigmes égyptiennes, je crois qu'on commence à les comprendre plus ou moins.
Cette représentation de la figure 154, c'est les trois grandes pyramides vues du nord-est à l'époque de l'inondation du Nil. Je continue la lecture. Or, contrairement à ce que l'on serait tenté de croire, ce n'est point Isis qui était censé parler ainsi, puisque la même épigraphe se rencontrait également dans le temple de Neth, emblème de l'esprit divin qui présidait à l'univers. Dès lors, par les inscriptions en question, les prêtres faisaient exprimer à ces déesses de façon solennelle, élégante et imagée, et cela avant tout l'attrait de la concision antique, leurs croyances en un être tout-puissant qui préside aux destinées du monde et dont le caractère leur paraissait absolument inaccessible à l'esprit humain. Donc c'est pour dire que les prêtres donnaient des croyances aux gens, leur faisaient gober des histoires, car leur esprit n'était pas assez grand pour comprendre toutes les subtilités qu'ils avaient découvertes, comment était construit selon les prêtres égyptiens la forme de la terre, donc le globe. C'était des grands secrets qui étaient cachés à toutes les autres civilisations, qui étaient cachés même à leur peuple, et ils utilisaient la science pour ils utilisaient la science dans leurs mythes pour les faire passer au plus grand nombre. Voilà. C'est ce qui est. On pourra retirer de cette pas mal, cette bonne lecture dont je mettrai le lien en description en bas de l'article. Je crois qu'on aura mieux pu répondre à Femi Krasniqi pour son film de ce qu'étaient les croyances et les découvertes, ou comment ça a pu être fait durant cette période égyptienne des pharaons. Merci, à la prochaine.